Aujourd'hui, je vous fais cette vidéo pour vous parler d'art et de conscience. Et nous sommes aujourd'hui étoile jaune harmonique dans le calendrier des 13 lunes, ou synchronomètre, comme vous voulez l'appeler. Les mots-clés de l'étoile jaune, c'est embellir, l'art, et c'est le pouvoir de l'élégance. Et en fait, hier dans la soirée, c'est comme si au-dessus, ça commençait, il y avait quelque chose qui s'ouvrait en grand et voilà, il y avait plein d'idées, plein d'envies, une énergie très forte qui m'habitait, c'était hyper foisonnant. Et je me disais de toute cette matière, de tout ce que j'ai envie de partager, de ces informations, de ces idées, de ce qui arrive, de cette vision, comment structurer tout ça. Ce qui a déclenché ce foisonnement hier, c'est que j'ai vu passer un tout petit encart qui raconte que je crois, enfin, à Paris ou en région parisienne, il y a une pénurie aux stations d'essence et que ça commence à se disputer en grand. Voilà, ça crée des tensions, des conflits, etc. Et en fait, il m'est revenu, c'était, je crois, il y a 3 ans. Je regardais une interview par le jeune gars de la chaîne Partager c'est sympa, qui interviewait des copains qui venaient de réaliser une série pour Canal+. Je crois que c'est Les Parasites, un truc comme ça. Et voilà, et c'est des jeunes gars, je sais pas, tout jeunes, quoi, genre 25 ans, super contents. Ils ont écrit un scénario, ils l'ont proposé à Canal, et puis ça a été choisi, et ils en ont fait une série. Donc ils avaient les moyens, enfin, ils sont super contents. Et le jeune gars de Partager, c'est sympa, qui leur dit, et alors, c'est quoi votre intention, c'est quoi votre intention avec cette série? Et là, les gars, ils s'arrêtent et ils font, ah, bah, on s'est pas posé la question. Et quand je vois ça, je suis là, je me dis, comment ça, vous vous êtes pas posé la question? C'est pas la question essentielle à se poser avant de partager, de créer une œuvre d'art et de partager un ouvrage artistique, quoi. On se pose pas la question. Et donc, je suis allée voir, je crois que j'ai regardé les 3 premiers épisodes, quelque chose comme ça, et vraiment, ça me faisait malheur, mais malheur, quoi. Et donc, dans mon souvenir, il y a une histoire, il y a de la pénurie qui arrive, et en fait, tout le monde part en cacahuète, ça se bagarre dans tous les sens, les principaux protagonistes, ils se parlent mal, tout le monde est tendu, stressé, et notamment, il y a une scène à une station-service, enfin, voilà, ça part en cacahuète, le truc. Et quand je regardais ça, j'étais juste mais affligée en me disant, mais est-ce qu'on a vraiment besoin de ça? Est-ce que ces jeunes personnes qui se sont pas posé la question avec tout leur talent, hein, parce que clairement, c'est sur la mise en scène, sur le filage, c'est fait en une seule prise, il y a un talent extraordinaire de mise en scène, le caméra, de réalisation, de jeu, enfin voilà, c'est impressionnant. Mais c'est au service de quoi, en fait? C'est quoi l'intention derrière? Et moi, je me disais, mais ils se rendent pas compte qu'ils sont en train de programmer quelque chose, en fait, par leur œuvre artistique et qui sert absolument pas l'humanité. Bref, et donc, quand j'ai vu passer ces informations avec ce qui se passe aujourd'hui, on me fait, ben voilà, mais est-ce que c'est le film qu'on aurait pu choisir? On pourrait tout à fait faire des œuvres d'art qui nous raconte que bah, pour X raisons, il y a une pénurie et comment les gens s'organisent, comment ils apprennent à communiquer, comment ils s'entraident, comment on se pose, comment on se calme, comment on se pose les bonnes questions, comment chacun peut trouver son lieu de bienveillance et ne pas partir dans les peurs et les colères, mais vraiment un lieu de tranquillité, de confiance, de foi, de bienveillance, et ça coopère là-dedans. Ah ben ça, on l'a pas eu. Donc en fait, voilà, c'est le bazar total. Donc c'est toutes ces questions-là. Et dès l'instant qu'il y a eu ça, hier, voilà, c'est parti avec tellement de choses où il fallait que j'aille marcher, il fallait que je prenne des notes, que j'écrive, etc. Et là, bref, quand je vous fais cette vidéo, les 2 dernières vidéos que j'ai faites, à chaque fois, l'intention, c'était de faire des vidéos courtes et concises, parce que j'ai à cœur que ces informations puissent se partager au plus grand nombre. Voilà, genre calendrier grégorien pour les nuls, des choses comme ça. Et puis, bon, ben voilà, il y a un style, quoi. Et moi, j'ai le style bavard, je raconte des histoires. Donc, je sais que cette vidéo-là d'aujourd'hui, elle va pas forcément être courte, mais voilà, je me dis, elle va rencontrer les personnes
voilà, à qui ça fait du bien que l'on puisse être ensemble en train de partager ces informations, ces réflexions, cette conscience, etc. Quelque chose, voilà. Donc, en fait, ce que je me suis dit, donc j'ai plein ce foisonnement d'hier soir, il a créé, il porte en soi certains dans la continuité, d'autres dans des choses qui se précisent ou quoi, mais j'ai plein d'axes en fait, différents axes. Et donc ce que j'ai choisi pour aujourd'hui, au moins pour poser quelque chose, c'est vraiment, ça pousse très fort en journée étoile jaune harmonique. C'est indispensable, je ressens ça comme la chose que j'ai à faire aujourd'hui. Ben, je vais vous parler des apatistes. Je vais vous parler des apatistes pour illustrer les apatistes du Mexique, du Chiapas, pour illustrer un peu ce qui est l'objet à la fois de cette vidéo et à la fois de tout ce que je partage tout le temps. Donc, pour ceux d'entre vous qui ne connaissaient pas le mouvement zapatiste ou très peu, je vais le résumer rapidement. Donc, ça se passe en 94 où il y a un soulèvement armé au Chiapas, un soulèvement indigène, le 1er janvier, au moment où il y avait des accords qui étaient signés entre les trois gouvernements du Canada, du Mexique et des États-Unis pour voilà, un accord de libre-échange commercial, etc. Comme, bah, voilà, comme ce qui se pratique dans ce monde néolibéral ou néocapitaliste, enfin voilà, la loi du marché, qui aussi détruit le local, l'agriculture locale, enfin voilà, on sait ce que c'est quoi. Bref, la mise en esclavage. Et donc ils se sont soulevés, et de fil en aiguille, c'est devenu un grand mouvement, et ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est que ça a débouché, parce que j'ai un livre là, qui parle, c'est deux jeunes personnes françaises, donc c'est Nadège Mazar et Damien Fellou, qui ont en 2001 entendu parler une grande marche zapatiste indigène. En fait, c'est des représentants du mouvement zapatiste qui étaient 24 et qui ont décidé de traverser tout le Mexique jusqu'à Mexico en parlant, en exposant, rencontrer bah, les populations et dire quelle est leur démarche. Et c'était le mouvement de la dignité indigène. Parce que voilà, les indigènes, bah, c'est genre, jusqu'à présent, c'était la sous-race. Voilà, bref. Et les gueux, les sondans. Donc, ils les ont rejoints à un moment donné de la marche. Ils ont passé un certain temps parce qu'ils voulaient le vivre, pas vraiment de tout leur être, et pour pouvoir témoigner. Et donc, ils en témoignent ici. Et, euh, et en fait, il y a des passages qui sont extraordinaires parce que on peut voir dans leurs témoignages qu'ils arrivent dans une ville à un moment. J'en ai la chair de poule à vous le raconter, quoi. À un moment, ils arrivent dans une ville et en fait, il y a un enthousiasme et il y a les choses qui se mettent en place, mais hyper coordonnées et hyper fluides. Ils témoignent qu'il y a des moments, il n'y a pas besoin de parler, il y a besoin d'une estrade, il y a besoin d'haut-parleurs, il y a besoin de chaises, il y a besoin de nourriture, il y a besoin d'héberger ces gens qui participent à la marche. Et ça se fait pam, 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 naturellement, chacun. euh, les choses, elles se coordonnent dans le vivant, dans l'organique, parce que toutes les personnes, en fait, elles sont, il n'y a pas l'ego. Qu'est-ce qui va freiner, en fait, la coopération? C'est l'ego. Et là, toutes les personnes qui participent, en fait, elles sentent qu'elles œuvrent pour quelque chose qui est bien plus grand qu'elles-mêmes, en fait. Et donc, il y a quelque chose comme ça, c'est organique, c'est fluide, ça se met en place, et ça, donc, c'est cette marche immense qui va rencontrer des milliers, des milliers, des milliers de personnes. Voilà pour la marche. Je vais vous raconter une autre histoire qui est l'histoire de mon amie Annick. Et je fais cette vidéo dans son nom d'enchantée de naissance. C'était son anniversaire galactique avant-hier. Donc j'en profite aussi. C'est toutes les histoires qu'Annick pouvait nous partager. Elle est partie au printemps dernier. En fait, elle m'a raconté que elle était ben, à cette époque-là à la fin des années 90. Elle se balade au Mexique, elle visite la terre mexicaine et elle est dans un bus au Chiapas et elle est la seule non mexicaine dans ce bus. Et à un moment donné, il y a le bus qui est arrêté en pleine pampa, qui est arrêté par un tronc d'arbre et des gens encagoulés qui arrêtent le bus et qui montent dans le bus. Donc ça fait peur, quoi.
Ils sont pas armés, mais ils ont une cagoule. Et donc tout le monde est saisi dans le bus et il y a quelqu'un, donc une de ces personnes, qui s'adresse à tous les passagers du bus et qui leur dit, voilà, nous sommes des représentants du mouvement zapatiste. Ils expliquent ce qu'est le mouvement zapatiste. Euh, et ils disent qu'ils ont besoin de fonds pour pouvoir continuer le mouvement, pour pouvoir s'équiper, pour pouvoir communiquer, pour le rendre connu et visible aux yeux de tous, parce que c'est aussi ce qui les protège. Et donc voilà, ils expliquent leur œuvre, une œuvre d'émancipation, de liberté, de paix, de justice. Et ils disent ce qu'ils visent, c'est une vraie démocratie. Et ils terminent avec la lecture d'un poème du subcomandante Marcos. Et donc Annick écoute, et à la fin de, de, de cette présentation, en fait, elle se lève, et cet homme-là porte un chapeau, et il s'apprête à faire la quête. Et en fait, voilà, la première chose qu'il leur a dit en montant dans le bus, c'est n'ayez pas peur, vous risquez rien, quoi. Juste, on vous explique. Et, euh, et en fait, elle se lève, elle va lui prendre son chapeau, elle se retourne vers tous les passagers du bus et elle leur dit, ce sont des bonnes personnes, il faut les aider. Et c'est elle-même qui va faire la quête, qui va passer le chapeau et les gens donnent de l'argent, passe chacun ce qu'il peut. Et au moment où elle va rendre le chapeau à la personne, à Zapatiste, elle lui demande, elle lui dit comment est-ce que je peux rencontrer ce subcomandante Marcos? Parce qu'elle se dit, un homme, un révolutionnaire qui communique avec des si beaux poèmes, avec une telle vibration, une telle intensité, un tel cœur, une telle conscience. Elle me dit, c'est, voilà, je veux rencontrer cet homme-là, comment on le rencontre? Et donc là, la personne lui répond que si tu veux nous aider, eh ben, ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller à San Cristobal de las Casas et tu vas rencontrer le prêtre. Le prêtre qui nous soutient et qui nous aide, et lui, il saura te dire comment tu peux nous aider. Et en fait, Annie qui va, et c'est là où il lui dit qu'ils mettent en place, ils ont décidé de mettre en place une grande rencontre internationale parce que en fait les milices armées de l'armée, la police, le gouvernement, les milices payées par les grands propriétaires, des lobbies et compagnie, en fait il y a eu des massacres hein, d'ailleurs. Euh, Notamment le massacre d'Actéal, où il y a eu 45 hommes, femmes et enfants, un village entier en fait, qui a été assassiné par ce genre de milice, avec la police qui ferme les yeux. Mais voilà, voilà, c'est violent, en fait, c'est violent. Et donc, pour éviter de se faire juste massacrer, parce que le gouvernement, ce qu'il voudrait, c'est juste paf, paf, les zapatistes, ils font les malins. Eux, ils ont dit quand ça a démarré en 94, ils ont dit, le président à ce moment-là, il a dit, ça va être plié en un quart d'heure, cette histoire. Et en fait, non, des années plus tard, ça continue. Mais c'est vrai que la répression, elle est énorme. Et donc, pour les protéger, eh ben, en fait, il y a besoin de s'ouvrir à l'international. Que à l'international, il y ait un regard posé sur ce mouvement et sur ce qu'ils sont en train de réaliser. Parce que ce qu'ils sont en train de réaliser, c'est énorme. C'est une œuvre d'art gigantesque. Et elle est aujourd'hui, ça représente un territoire. Donc, il y a fait scission, territoire autonome, où les gens s'organisent et font scission avec le système du gouvernement et donc mondialistes, pour créer leur zone autonome, leur propre système de santé, de soins, de justice, d'échange, etc. Réinventer un autre monde. C'est la phrase. Otro mundo es posible. Un autre monde est possible. Et donc, il y a besoin de témoigner que c'est possible, qu'on peut le faire, quand on est bien organisé et avec une vision claire et voilà qu'on sait faire. C'est un ouvrage extraordinaire et aussi d'avoir qu'il puisse y avoir les yeux à l'international posés sur eux, ce qui fait que ça les protège. Il ne peut pas se faire massacrer, ni vu ni connu, terminé, plié, fin de chantier. Donc voilà, donc il lui dit, tu peux aider comme ça, en fait, en étant présente, en étant et en témoignant. Euh, et donc cette rencontre, elle va avoir lieu. Et donc c'est elle qui a donné naissance à ce livre. Et notamment dans nos personnalités françaises qui sont venues sur place pour soutenir ce mouvement, il y a eu José Bové et Daniel Mitterrand, et puis plein d'autres, des artistes, des intellectuels, des gens de de plein de pays différents.
Et donc voilà, ils ont travaillé pendant plusieurs jours sur réfléchir ensemble, se rendre compte que bah, c'est pas comment dire des problèmes spécifiques au Chiapas, mais c'est quelque chose qui participe à c'est la terre entière en fait qui est concernée par ce qui est décrit. Et donc il y a des journées où ils font des groupes de réflexion, etc. Et donc il y a ce livre qui sort avec le bilan, le compte rendu aussi de toutes les mini-assemblées qu'il y a eu pendant plusieurs jours, des réflexions sur différents domaines, sur l'éducation, sur l'art, sur l'agriculture, sur la justice, la loi, tout un tas de choses. Donc ça réfléchit, etc. Et c'est pour ça qu'en fait les apatistes, ils faisaient des quêtes comme notamment dans les bus, ils essayaient de recevoir des fonds, parce qu'il faut imaginer, ces gens, ils ont rien, ces indigènes, ils ont rien, ils survivent à peine. Et il va falloir créer un événement qui va accueillir des centaines de gens, et il va falloir les loger, les nourrir. C'est juste énorme. Avoir des micros, avoir une estrade, avoir des grandes tentes, enfin, il y a tout à créer. Donc c'est énorme. Et donc voilà, c'était pour ça que ces gens-là qui arrêtaient le bus et qui faisaient la quête, c'était pour rendre possible cet événement. Et donc ça a été une organisation gigantesque. Donc, euh, donc voilà, et maintenant je vous laisse découvrir ce que nos médias français, comment ils ont raconté cette histoire-là. Bon, bah finalement, au moment de mettre cette vidéo en ligne, YouTube me la bloque pour droit d'auteur. Donc, vous ne verrez pas dans le montage ce petit reportage totalement édifiant. Je vais mettre le lien dans la barre de description. Ça vaut le coup quand même d'être visité, c'est intéressant. Pour que la suite de ce que je vous raconte, ce soit assez fluide et qu'on suive. Donc, il faut savoir que on voit, donc ça parle de choc des cultures, que en gros il pleut, on mange mal, on voit des gens qui râlent, qui sont pas contents, 4-5 personnes interviewées qui sont pas contentes de leur séjour. On voit la voiture de Daniel Mitterrand qui s'embourbe dans la boue et on dit que quand même ces Indiens, ils auraient pu paver les routes quand même. Et puis tout à la fin de ce petit reportage, c'est assez énorme. On voit le subcommandante Marcos qui prend le micro et qui commence à dire nous vous prions de nous excuser pour le retard, nous sommes en retard. Et puis là, ça s'arrête. À ce moment-là, au milieu de sa phrase, ça s'arrête. On a l'impression quand on voit ça que en fait c'est un peu un goujat, ils sont fous d'arriver à l'heure, il y a des centaines et des centaines et des centaines de gens qui viennent des quatre coins de la planète pour l'événement et lui bah voilà, il arrive en retard. On comprend ça quand on regarde le reportage. Ça vaut le coup vraiment d'aller voir. Mais bon, j'espère que ça reste fluide pour vous, que vous pouvez continuer à écouter ce dont je vous parle. Merci les amis. Donc voilà, les journalistes qui ont fait le montage de ce petit reportage de la télé française ont coupé la phrase du subcomandante Marcos. Donc subcomandante qui est donc le poète et porte-parole de ce mouvement. Et en fait, la suite de la phrase, nous l'avons là dans ce livre et elle est mise en exergue comme introduction. Donc je vous la lis. Bonsoir à tous. Nous arrivons un peu en retard et nous vous en demandons pardon. Mais nous avons rencontré de gigantesques multinationales qui voulaient nous empêcher d'arriver. Le major Moïse nous dit que c'était des moulins à vent. Le commandant Tacho dit que c'était des hélicoptères. Je vous dis de ne pas les croire, c'était des géants. Voilà Marcos, il nous fait de la poésie. Et donc il faut savoir qu'il y a quelques années, juste pour vous présenter un peu qui est cet homme et quel est l'esprit de ce mouvement, il y a un instituteur zapatiste qui a été assassiné par, pareil, les mêmes, les milices, voilà, les ordres, la répression. Et donc cet instituteur s'appelait, ils sont arrivés en plein jour et ils ont assassiné l'instituteur dans un village zapatiste. Et il s'appelait Galeano. Et la même année,
Il y a un poète bolivarien qui est mort, qui s'appelait aussi Galeano. Je crois que c'était un poète bolivien ou péruvien, je sais plus trop. Bref. Et en fait, le subcomandante Marcos, il a fait une cérémonie d'enterrement du subcomandante Marcos. Et en fait, il a expliqué que le subcomandante Marcos était nécessaire parce que lui, il n'est pas indigène, il n'est pas indien, il est métis. Il y avait tout un mystère sur qui il est vraiment. On pensait, des personnes pensaient que c'était un professeur d'université de Mexico de communication. Bref, pour ceux qui sont pas dedans, il y avait un mystère autour de qui est cet homme. Et en fait, après l'assassinat de Galeano, de l'instituteur de cette école autonome zapatiste, il a dit que le commandant Marcos avait fait sa part, il avait fait son ouvrage, il a fait sa mission, qui était de faire connaître au monde entier ce mouvement de libération zapatiste et qu'il pouvait être entendu parce qu'il n'était pas indigène et que les indigènes, ils n'étaient pas entendus. Et donc, dans cette cérémonie, pour rendre hommage aussi à Galeano et à tout le mouvement, symboliquement, il a enterré, il a dit le sous-commandante Marcos est mort. Et en fait, maintenant, bien sûr, il continue d'écrire. Il écrit des contes, il écrit des poèmes, il écrit des communiqués. Mais cette fois-ci, c'est sous le pseudonyme du sous Galeano. Donc voilà pour dire un peu qui est cet homme. Pourquoi je vous parle des zapatistes aujourd'hui, en ce jour étoile jaune harmonique? C'est donc l'onde enchantée de la graine jaune, le 5e jour de l'onde enchantée de la graine jaune. La graine jaune, c'est le kin 144, qu'on peut mettre en relation avec la prophétie, l'Apocalypse de Saint Jean, avec les 144 000 élus. Et ça nous dit quoi, les 144 000 élus? Ça nous dit, choisissons-nous, nous-mêmes qui vivons ces temps d'apocalypse, de révélation, de transition tellement extraordinaire, c'est à chacun d'entre nous de se choisir parmi les 144 000 élus. Et ça nous dit aussi, il n'y a pas besoin que ce soit tout le monde qui se réveille à la réalité de ce monde. Que c'est, voilà, on ne sait pas, enfin, il y a des gens qui disent des mathématiciens, des gens spirituels, les traditions qui parlent de la masse critique ou des choses comme ça. Juste, en fait, le temps est art. Ce que nous dit ça, c'est que il y a le monde du temps et de l'argent et il y a le monde du temps et art. Et nous sommes tous les artistes de nos vies. Et c'est à chacun d'entre nous. On n'a pas à se préoccuper de combien et des autres qui peuvent pas se révéler et ceux qui connaissent le réel de ce monde, en fait, par le genre d'informations et de récits que la télé lui fait. Qu'en fait, c'est comme si on est tous attrapés dans un rêve, un récit qui n'est pas celui que nous avons choisi. C'est le rêve et le récit d'autres, de ces forces qui ont décidé de mettre l'humanité en esclavage dans l'oubli. Et donc, on a besoin de se réveiller à notre grandeur. Et c'est pas la grandeur de l'ego. Cette année, c'est très important. On est dans l'onde enchantée. Il y a l'autre vidéo que j'ai faite, j'ai pu avant-hier, l'onde enchantée de l'enlaceur des mondes. En fait, c'est se réveiller à notre grandeur, mais qui n'est pas la grandeur de l'ego. On a besoin de s'ouvrir à plus grand. Et si les apatistes ont réussi cette œuvre d'art extraordinaire, je vous rappelle, c'est des centaines de milliers de gens qui fonctionnent de façon autonome. S'ils ont réussi ce grand rêve, c'est parce qu'ils avaient l'héritage d'une tradition, d'une connaissance multimillénaire qui pouvait guider leur vision et leur donner cette force, leur donner ce courage de fonctionner justement pas depuis le lieu de l'ego, mais d'ouvrir un grand rêve et de pouvoir se dire, OK, il y a les géants et les médias appartiennent à ces géants. Mais chacun d'entre nous, en fait, on peut retrouver la mémoire et retrouver la conscience. Les 144 000 élus, c'est ça, c'est toi qui regardes cette vidéo. Vas-y, choisis d'être parmi les 144 000 élus. Choisissons tous de retrouver la grandeur. Et donc, on s'ouvre parce que eux, les apatistes, et notamment, ils sont le 21-12-12, en fait, ils sont partis en marche silencieuse
dans toutes les villes du Chiapas, par dizaines de milliers. Ils ont marché en marche silencieuse parce que dans leur tradition, ça disait ce grand, genre, les géants qui attrapent la planète et qui se mettent à tout organiser et à attraper tout le monde dans cette organisation, dans leurs pensées, dans leurs rêves, ça prend fin à partir du 21-12-12. C'est les cycles, la science maya. Et pareil, les médias et Hollywood, ils en ont raconté autre chose. Mais eux, ça leur a donné la force. Ils savaient que l'univers les soutient. Et donc, nous, on se rappelle à notre grandeur. Et l'art, c'est là qu'il prend sa place. C'est-à-dire, on sort du récit qu'on nous impose, de ce récit-là, comme vous avez pu le voir, notamment sur les abatistes, truc de dingue. Et nous, on décide de rêver le nôtre. Le temps est art. Dans quoi ça s'inscrit. Et donc, c'est ça, retrouver le pouvoir de l'esprit. Savoir que tout l'univers conspire à notre libération, à la conscience de l'humanité, à la restauration du Jardin d'Éden. Tout l'univers conspire. Et je vois ça, souvent la représentation que j'ai, c'est comme si je vois la planète comme ça, avec cette espèce de nuage comme ça autour de la planète et plombant, barrière fréquentielle comme ça, et qui maintient la conscience et l'esprit sous cloche. Et en fait, c'est à nous de d'ouvrir, de sortir de cette boîte mentale qui nous fait fonctionner, bah, c'est comme ça, voilà, tout le monde s'engueule, on s'engueule, pénurie, tralala, et on s'engueule aux stations-service. Ah non, mais on peut faire tellement plus beau, plus grand, plus magnifique. C'est là où l'art prend sa place. Et là, je suis en train d'écrire un manifeste un peu dans la suite de celui que j'ai écrit il y a 2 ans et demi, où je reprends les mots de Dostoïevski, quand il dit l'art sauvera le monde. Et ben, mettons-le au présent. L'art sauve le monde. Et donc, en fait, ce que je partage avec vous, c'est ma manière de voir les choses. Un peu comme, bah là, je vous parle des apatistes. Voilà comment ce que nous ont raconté les médias sur une toute autre histoire. Hein. Bon, vous avez pu voir, ça n'a rien à voir. Deux mondes. En fait, il y a deux mondes. Et quel monde je choisis de voir? Et en fait, si j'ai mis le poster aujourd'hui, c'est que ça prend, comment dire? Ça, c'est le but de l'année. En la sort des mondes. On lâche l'ancien. On lâche l'ego. On se met à fonctionner depuis un autre niveau. Ça prend son envol dans le miroir blanc. Et là, ce qu'on peut voir avec les apatistes, c'est que les médias, les mots-clés du miroir, c'est refléter l'ordre et le pouvoir de l'infini. Et donc, en fait, ça dit, qu'est-ce que les médias, qu'est-ce qu'ils reflètent? Ils reflètent la petitesse. Et que effectivement, n'importe où, on va trouver des gens, toujours des gens qui râlent et qui sont pas contents. On va toujours en trouver. Mais là, voilà, il y a des centaines et des centaines de gens qui se sont rassemblés au Chiapas en 96. Il n'y avait pas que des gens qui râlent. Et ça permet d'en rendre compte. Ça a été extraordinaire. Et donc, ça dit, nous, qu'est-ce qu'on reflète? Dans mes pensées, dans mes paroles et dans mes actions, qu'est-ce que je reflète du monde? Et donc, l'art, on le retrouve ici. Ça, c'est l'archétype de l'étoile jaune. C'est le service pour cette année 2022-2023. C'est la tonalité du service. Et ça fonctionne avec, on les appelle antipodes, ils fonctionnent ensemble avec l'étoile jaune et le miroir blanc. Par mon art, si nous sommes chacun des artistes, qu'est-ce que je reflète du monde? À quoi je donne mon accord, comme dirait les Toltèques? À quoi je donne mon accord? À quelle histoire je donne mon accord? À quelle vision du monde je donne mon accord? J'ai écrit un spectacle cette année qui s'appelle Le Général Brigitte, porte-parole du rond-point Sainte-Jeanne d'Arc. Et en fait, je me propose, moi, c'est ça que j'ai envie de faire. C'est la même chose, c'est-à-dire qu'est-ce que les médias ont fait du mouvement des Gilets jaunes et moi, comment je vois le mouvement des Gilets jaunes. Et en fait, c'est euh, ma participation dans ce que je décide de refléter par mon art, c'est la grandeur de l'humain. C'est ça qu'on a à faire. Chacun d'entre nous, nous sommes porte-parole de l'ordre des amoureux et poètes et magiciens de la Terre. Décidons d'être porte-parole en reflétant comment je vois les choses et comment, par mon regard, par mon dialogue intérieur, comment je dialogue avec moi dans mon quotidien, dans mes pensées, dans mes actes, dans mes visions, dans ma manière de voir. Donc, ça demande de purifier l'émotionnel, ça demande de retrouver un niveau de fréquence plus élevé
que là, tout ce qui fait pression et qui plombe tout le monde. Retrouver la grandeur de l'humain. Donc chacun d'entre nous à l'intérieur de nous, et c'est à ça qu'on participe. Et en fait, nous sommes les 144 000. Nous sommes les 144 000. Et c'est ça qui fait la différence. Donc ce livre-là qui a rendu compte de la marche pour la dignité indigène, ces jeunes personnes qui ont participé et qui ont témoigné, ils l'ont appelé Et la forêt se déplaça. Et ils disent en introduction, là dans la toute première page, ils ont repris une citation de Shakespeare, Macbeth. Que votre courroux me frappe si cela n'est pas vrai. On peut la voir qui vient à 3000 d'ici. Je l'affirme, une forêt qui marche. L'art sauve le monde, l'art sauvera le monde. Et moi, quand j'ai vu ce mouvement des Gilets jaunes arriver en France, j'ai vu comme une forêt qui se réveille et qui se met en marche et qui parle de notre grandeur. Donc, le vœu que je fais, c'est que chacun d'entre nous, on se réveille, on sorte de ce récit de l'ordre des voleurs et qu'on écrive tous ensemble, chacun individuellement, et ça s'inscrit. Et moi, je vis un film, en fait, je suis toujours dans un film. Et donc, l'art que je partage, euh, c'est c'est toujours cette phrase de Kenny, c'est là où elle a mis son art. Elle est guerrier jaune résonante guidée par l'étoile jaune. Donc, c'est son art. Et son art, elle dit, laisse-moi donner de la force au mien. Et elle a fait son art pour, elle, se renforcer, elle, pour faire tout son ouvrage intérieur et exprimer, donner de la force aux siens. Et donc, elle est avec les apatistes. Dans l'esprit, là, je profite de cette vidéo pour lancer au ciel, voilà, à Kenny, à tout le mouvement zapatiste et à tous les peuples qui ont besoin de se réveiller à leur grandeur, à leur magie. Voilà. Saludos, gratitud, frères et sœurs, hermanos y hermanas cósmicas. L'année dernière, il y a une grande délégation zapatiste qui est venue en Europe. Et ils avaient appelé ça invasion de l'Europe. Et donc le Sub Galeano avait fait un communiqué pour présenter cette grande invasion. Et il disait, je vous le lis, c'est au moment où le premier zapatiste pose un pied sur la terre européenne. Il dit, elle déclare, au nom des femmes, des enfants, des hommes, des anciens et anciennes, et bien sûr des autres zapatistes, je déclare que le nom de cette terre, que ces autochtones appellent aujourd'hui Europe, s'appellera désormais Slumil Kashemkop, qui signifie terre rebelle ou terre qui ne cède pas, qui n'échoue pas. Et c'est ainsi qu'elle sera connue par ses habitants et habitantes, comme par les étrangers et étrangères, tant qu'il y aura quelqu'un ou quelqu'une qui n'abandonnera pas, qui ne se vendra pas et qui ne capitulera pas. Ce qui fait la force des communiqués zapatistes, c'est cette irrévérence. Il y a toujours de la poésie, du conte et de l'irrévérence, quelque chose de décalé. C'est un langage qui est singulier. C'est pas du tout le langage qu'on a l'habitude de voir et encore moins le langage des médias ou des communiqués habituels. Donc il y a cette force de l'irrévérence, il y a de la joie. Et la joie, ça nous permet de rester l'esprit libre et d'avoir une puissante, de monter une belle vibration, de pas se laisser, même si c'est chaotique et difficile, c'est trouver toujours cette expression de la joie. Et en France, euh, il me semble qu'on est plutôt doué pour l'irrévérence. Ça fait 2 ans que, il y a plein de blagues qui circulent partout, des sketchs, des chansons qui sont juste hyper drôles. Donc il y a cette force-là. Lors de cette invasion zapatiste, il y a un petit groupe d'hommes zapatistes qui est venu tout près de chez moi
et ils étaient hébergés par une femme activiste du mouvement paysan La Via Campesina. Et en fait, la vie a fait que il y avait dans la maisonnée, il y avait personne qui parlait espagnol. Et donc, bah voilà, la vie, elle m'a prise et hop, elle m'a mis là comme traductrice. Donc, j'ai passé la soirée avec je crois, 3 ou 4 hommes zapatistes. Et en fait, euh, l'un d'eux m'a expliqué qu'en fait, s'ils ont réussi à faire cette œuvre extraordinaire qui est de créer une société nouvelle, c'est qu'il y avait 2 axes. Il y avait à la fois la mémoire, et il disait retrouver la mémoire de comment ils fonctionnaient, ces Mayas, avant que les Espagnols n'arrivent. Et l'autre axe, c'était l'imagination. Et donc, ça nous concerne tous. Il y a à la fois retrouver la mémoire de comment nous fonctionnons, sachant que nous, c'est l'arrivée de Jules César. Eux, ça fait 500 ans, nous, ça fait 2000 ans. Donc, comment, en tout cas, c'est là, c'est dans nos mémoires, c'est inscrit dans notre ADN. Comment on fonctionnait il y a longtemps. Et clairement, quand les Gilets jaunes ont émergé, quand ils ont créé ces assemblées et ces assemblées d'assemblées, ben, ça correspondait. C'est comme le réveil d'une mémoire de comment les populations gauloises fonctionnaient avant l'arrivée des Romains et ce système étatique pyramidal. Donc il y a ça, c'est en nous, c'est inscrit. Et puis l'imagination, imaginer. Euh, et d'ailleurs, dans ce livre des chroniques, à un moment, il y a un des participants qui cite le révolutionnaire anarchiste et philosophe Bakounine et qui dit: parier sur l'impossible, voilà comment tout au long de l'histoire on a avancé dans la découverte et dans la réalisation du possible. Donc en fait, l'imagination, l'art, ça nous permet ça. C'est d'imaginer, de débrider l'imaginaire, de sortir d'un monde qui est clos, qui est limité et dans lequel nous vivons, nous pouvons nous sentir petits et impuissants. Donc ça nous aide à retrouver notre grandeur et notre puissance. Et puis dans la mesure du possible, ça serait aussi vivre de manière poétique. Parce que bah, quand on visite les villages autonomes zapatistes, euh, toutes les maisons sont peintes avec des fresques. Il y a la danse, il y a les fêtes, il y a la musique qui a toujours une grande place. Et donc, à vivre de manière poétique, mais ça nous permet de vivre de manière décalée par rapport à ce monde et à cette vision du monde qui cherche à s'imposer. Ouais, qui cherche à s'imposer. On ouvre une brèche par l'imagination. C'est l'art. L'art nous permet d'être libres, d'être comme des enfants dans leur pouvoir de création, d'imagination. Ça permet aussi de mettre en distance, ça c'est le mot distanciation. Alors, les nouveaux mots que la fine équipe nous invente, donc il y a distanciation. Et en fait, j'ai appris que distanciation, le mot existait déjà. Et en fait, il avait été créé par Bertolt Brecht. Et donc là, la distanciation, euh, pour lui, c'est jusqu'à présent, le théâtre, c'était on s'identifie au personnage et on vit quelque chose de soi à travers le personnage. Et en créant son théâtre particulier, Bertolt Brecht, il a donc créé ce mot distanciation pour dire, là c'est différent, il y a une distanciation par rapport au personnage, on le regarde à distance, ce qui nous permet d'avoir un regard critique, d'analyser, de voir. On n'est plus complètement identifié, on rentre pas dedans, mais il y a cette distance-là. Et l'art, il nous permet ça aussi. Il nous permet d'avoir cette distance par rapport à tout ce qui nous est raconté et de pouvoir le regarder comme un film, comme un récit, et donc de garder notre liberté intérieure, notre liberté de conscience. Après 2012, les zapatistes ont exprimé qu'ils avaient dit tout ce qu'ils avaient à dire sur les questions politiques, l'analyse, les constats, etc. Et ils ont affirmé seuls les arts et les sciences peuvent sauver le monde. Et ils ont créé 2 festivals internationaux, un festival des sciences l'hiver à l'Université autonome du Chiapas, à San Cristobal, et festival des arts l'été dans les territoires autonomes. Et une année, j'ai eu l'opportunité, c'est un cadeau qui est arrivé, des amis
des amis compas, sympathisants, qui allaient donc à cette rencontre Festival des Sciences. Et donc voilà, je suis là et hop, pareil, la vie me prend et poum, mais je me retrouve même si j'ai aucune formation scientifique, enfin voilà, pas du tout. Mais ça m'a permis de voir et de sentir et j'ai été émerveillée. Donc il y avait des scientifiques des quatre coins du monde, des biologistes, des botanistes, des chimistes, des physiciens, enfin voilà. Et ce qui m'avait émerveillée, entre autres, c'était que bah, toutes ces personnes, elles se présentent vraiment, et c'est comment leurs découvertes, ce qu'elles ont à le partager, de leurs recherches, de leurs trouvailles, comment ça s'inscrit dans une histoire de vie, que c'est que l'un, ça va être la passion qu'il a eue petit garçon quand il était avec pendant les vacances avec son grand-père qui lui faisait découvrir le jardinage, des questions comme ça. Donc c'est incarné, c'est vivant. On n'est pas dans le monde des concepts, même s'ils nous présentent quelque chose qui peut être de l'ordre des concepts, mais ils l'inscrivent dans une histoire humaine. Donc c'est chaleureux, c'est fort, c'est émouvant. Et également, les seules personnes, donc c'est un grand amphithéâtre, et d'ailleurs, dans cette université autonome, il y a le glyphe de l'étoile que je retrouvais peint à divers endroits, sur des bancs, dans la décoration, à la cantine, des choses comme ça. Pendant ce festival, les seules personnes qui sont autorisées à questionner les scientifiques après leur exposé, poser des questions, ce sont les étudiants zapatistes de l'université autonome. Et donc, c'est un grand amphithéâtre. On était, je sais pas combien on était peut-être 300 personnes. Je dis ça un peu à la louche. Bref, beaucoup de monde avec un grand amphithéâtre, l'exposé en bas et les étudiants zapatistes en bas de l'amphithéâtre et nous là-haut, les non-zapatistes. Et seuls les étudiants étaient autorisés à poser des questions. Et donc, quand ils ont commencé, après les différents exposés, à poser des questions, sachant que ça fait des mois et des semaines que ça se prépare, ce festival, et donc ils savent quel scientifique va venir pour exposer quel sujet, dans quel domaine, etc. Et donc, ce sont des réflexions euh, pendant des semaines, en fait, ils étudient pour voir qu'est-ce qu'ils ont envie de questionner, de profiter de cette opportunité pour poser des questions vraiment qui leur tiennent à cœur. Et, euh, et quand ils ont commencé à poser des questions, ça m'a fait waouh, mais je comprends tellement pourquoi nous ne sommes pas autorisés à poser les questions aux scientifiques, juste on écoute. Bah, en fait, je me suis dit que ça serait en France, par exemple, un peu le pays que je connais le mieux, les questions, quand les questions sont posées, il peut y avoir beaucoup d'ego, que ce soit en termes de j'ai peur de prendre la parole et je tremble, ou je m'écoute parler et j'en profite pour ramener un peu ma science, ou ça se dilue, enfin des choses comme ça. Et il y aurait eu beaucoup de pertes d'énergie, de focus, parce que bah, les personnes qui posent des questions, euh, elles les posent pas forcément sans toute cette part d'ego à l'intérieur. Alors que là, les questions, elles étaient préparées depuis belle lurette et elles arrivaient vraiment droit au but, quoi. Donc ça m'a émerveillée. Et je me suis rendu compte après, quand j'ai vu comment ça se passait, les assemblées Gilets jaunes, où je me suis dit, ben là, on a un grand entraînement. On est en train de vivre cet entraînement qui est de prendre la parole, mais pas depuis le lieu de l'ego, vraiment au service d'une réflexion collective qui est en train de mûrir, qui est en train de se faire. Donc voilà, on a besoin d'entraînement et là, c'était merveilleux, cet entraînement que nous avons eu. C'est comme ça que je perçois le mouvement zapatiste comme une œuvre d'art collective immense, extraordinaire. Et je me dis, nous aussi, en Terre de France, nous pouvons créer notre œuvre d'art collective merveilleuse. Et c'est ce que les Gilets jaunes ont commencé à faire. Ce sont les artistes qui inventent les nouveaux langages. J'avais fait une méditation un jour à Tula, un haut lieu toltèque au Mexique, au pied d'une statue. C'était comme si j'avais reçu un message de cette statue et elle disait, vous, artistes et troubadours, vous êtes ceux qui inventez les langages pour partager la connaissance silencieuse. Ce langage décalé, ce langage nouveau, on en a besoin, il est vital.
Et surtout dans ce brouhaha, la connaissance silencieuse, c'est la connaissance à laquelle on a accès, qui est à l'intérieur de nous. Quand tout le brouhaha du monde extérieur, on le met à distance et on revient à l'intérieur de soi. Et là, nos langages singuliers, nos langages connectés à une connaissance profonde du vivant de ce monde, peut à nouveau émerger et s'exprimer. Seuls les arts et les sciences peuvent sauver le monde. Tout récemment, j'ai joué le spectacle du Général Brigitte et j'ai pu voir des rires, des larmes et ces larmes-là, quand elles arrivent, je vois vraiment ça comme quelque chose qui vient cliquer à l'intérieur et réveiller une mémoire. Ça fait comme genre, waouh, oui, c'est ça, c'est moi. Et donc ça peut faire monter les larmes et c'est des larmes de guérison. C'est des larmes qui permettent de nous rappeler ce que nous sommes par essence. Parce que par essence, nous sommes des êtres d'amour et d'entraide et des êtres magiques. Et d'ailleurs, il y a toujours ces rencontres-là, ils les ont appelées chroniques intergalactiques. Et j'avais déjà vu passer une interview ou quelque chose où on posait la question à ces apatistes pourquoi ils avaient appelé ça chronique intergalactique. Et à ce moment-là de ce que je voyais, ça bottait un peu en touche. C'était genre, oh, bah, c'est une blague, ça botte en touche. Et en fait, moi, ce que je me suis dit, dans mon film intérieur, ce que je me suis dit, c'est qu'à l'époque, il y avait vraiment trop peu de occidentaux qui pouvaient mesurer ce que ça voulait dire chronique intergalactique. Et c'est clair que ces apatistes, ces mayas, ils ont puisé dans la science ancestrale maya une connaissance de nos origines cosmiques. Eux, ils avaient accès, la science maya, elle est absolument extraordinaire. Et ils ont accès aux lois du temps, aux lois du cosmos. Et donc, intergalactique, ça fait clairement sens. Et là, maintenant, on est de plus en plus nombreux à cette grande époque de réveil à pouvoir comprendre que oui, ce sont bien des chroniques intergalactiques et que oui, il y a des cycles de civilisation et que depuis 2013, nous sommes entrés dans l'inconnu et c'est nous qui écrivons la suite de la grande aventure humaine, chacun d'entre nous, à chaque instant, ensemble. Donc il y a ça. Et il y a, pendant que je fais cette vidéo, il y a un souvenir qui me revient où il y a quelques années, j'étais avec des amis de Mexico et on était à Xochimilco sur la banlieue de Mexico qui est un peu en hauteur et on était dans une petite ruelle en escalier. Et voilà, c'était le soir, il faisait nuit, et on était installés sur les marches et on contemplait la ville immense qu'il y avait en bas. On était là, on contemplait, on fumait la clope, tranquille, en silence. Et puis, voilà, c'est étonnant parce que on sait que quand on est dedans, c'est juste bruyant, chaotique, fourmillant, énorme, gigantesque, tentaculaire. Et de là où on regardait, on voyait juste comme ça cette ville. Et puis, il y a un ami, c'est un ami chilien qui est artiste peintre et qui peint des murales, des fresques sur les murs et qui régulièrement fait peindre des enfants, les enfants du quartier aussi qui peignent des arbres, des rivières, des montagnes, sur des animaux sur les murs de la ville. Et il était là tranquille, il fumait sa clope et à un moment il fait Vamos a explotar el monstruo. On va exploser le monstre. Et moi, ça me fait waouh! Et avec des fresques, avec de la peinture, avec de la musique, avec de l'imagination, avec de la joie, avec de l'entraide. Voilà, c'est ça la voie de passage. Et c'est l'art qui nous l'amène. L'art sauve le monde. Et nous sommes des artistes. C'est faux que nous sommes petits et impuissants. Nous sommes tellement puissants. C'est l'heure de nous en rappeler.
Bueno, te voy a dar dos cosas. Te voy a dar una foto mía, sin pasamontaña, y luego me lo voy a quitar. ¿Sale? Foto. Me gusta tu sonrisa, me gustas tú. Me gustan mis amigos, me gustas tú. Me gusta comer, me gustas tú. A mí me gusta correr, me gustas tú. Me gusta coger, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. ¿Qué horas son mi corazón? Ahora una oración para ti, Damaris, para ti, mi abuelita. Vamos. Ángel de la guarda, mi dulce compañía, no me desampare ni de noche ni de día, hasta que me pongas en paz y alegría, con todos los santos, Jesús y María. Con Dios me acuesto, con Dios me levanto, la Virgen María me cubre con su manto. Dios conmigo, yo con él adelante y yo detrás de la Jesús, María y José. Les pido que me den la santa bendición. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. ¿Qué horas son mi corazón? ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. ¿Qué horas son mi corazón?